Ce soir-là, Anthony Smith était chez lui au Nebraska avec sa famille. Il y avait sa femme, ses 3 filles et sa belle-mère. Il passe une soirée tout à fait normale, puis va se coucher et s'apprête à dormir auprès de sa compagne. En pleine nuit, vers 4 heures du matin, Smith dit que sa femme l'a réveillé en panique et lui dit qu'il y avait un homme dans la maison. Smith se lève et va voir ce qui se passe. À ce moment, alors qu'il sort de sa chambre, il nous dit qu'il entend un cri monstrueux à plein poumon. Il y avait effectivement un homme chez lui et celui-ci criait d'une manière terrifiante à répétition et à chaque fois jusqu'à ne plus avoir d'air. Là, dans le salon, Lionheart aperçoit une silhouette d'un homme totalement inconnu. Celui-ci a l'air totalement surpris de voir Smith et après qu'il ait repris une grosse inspiration, il se met à marcher en direction de Smith tout en lâchant un autre cri monstrueux. À ce moment, le poids lourd léger de l'UFC ne comprend pas encore ce qui se passe, tant tout ce qu'il vit est surréel. Il ne savait pas ce que lui voulait cet inconnu, qui il était et ce qu'il avait sur lui comme arme ou objet dangereux. Anthony nous a dit que, malgré tous les combats qu'il avait faits, il n'avait jamais eu aussi peur de sa vie, pour sa vie à lui et celle de sa famille. Malgré tout, il était obligé de faire face à cet intrus. Anthony Smith était le seul entre cet homme et sa famille. Il a dit que l'inconnu s'est approché de lui et qu'il avait l'impression qu'il essayait de lui faire peur. D'ailleurs, Smith avait réellement peur que l'homme ait une arme ou du moins quelque chose qui pouvait faire office d'arme. Il a déclaré qu'il avait préféré maîtriser l'homme car il était certain de ne pas pouvoir lui parler ou le raisonner vu qu'il avait des agissements anormaux. Ce pourquoi il a alors opté pour le choix de plaquer l'homme. C'est un intrus qui était un peu plus petit et moins costaud que lui. Lionheart s'est précipité sur l'homme pour que celui-ci ne puisse plus être une menace et a essayé de le faire tomber en le plaquant. Les 2 hommes ont ainsi commencé à se battre. Sa femme a alors rassemblé les enfants pour qu'elles n'assistent pas à ce qui allait se passer et les a emmenés dans une chambre à part et a fermé la porte pour se barricader. « Je ne savais pas ce qu'il avait », a déclaré Smith. « En général, les gens ne s'introduisent pas chez vous au milieu de la nuit pour de bonnes raisons. Je m'attendais à ce que j'entende un coup de feu ou bien encore à ce qu'il me poignarde. Je pense que j'ai environ 2 minutes à tenir avant qu'il me sorte quelque chose de sa poche et ne me tue. » Smith a déclaré que son objectif principal était de protéger sa famille. Il comptait maintenir l'homme loin de ses proches jusqu'à la fin, quitte à y laisser sa vie. Il faut savoir que notre combattant de MMA pèse 205 livres et a l'habitude d'affronter des adversaires bien plus lourds que ça dans l'octogone. Or, il nous raconte que dans ce cas précis, l'homme ne devait peser qu'environ 170 livres. Et pourtant, celui-ci revenait à chaque fois à la charge inlassablement, comme nourri d'une inhabituelle volonté à vouloir éliminer Smith. Aucun humain normal n'est capable de se battre comme ça, a déclaré Lionheart. Je ne suis en aucun cas le mec le plus méchant de la planète, mais c'était un gars clairement standard et pourtant j'ai eu du mal à le maîtriser. Alors qu'il a totalement pris tout ce que je lui ai envoyé, chaque coup, chaque poing, chaque coup de genou, chaque coup de coude, et il a pris chacun d'eux et a continué à se battre et à vouloir me cogner. Sa femme, qui avait pu entre-temps mettre à l'abri leur fille, lui crie qu'elle a appelé la police et qu'ils sont en chemin. Alors que la situation semble prendre une tournure plus contrôlée, Smith lui hurle alors dessus, lui demandant ce que l'homme voulait et ce qu'il venait faire seul chez lui en pleine nuit. À cette question, l'intrus se fige légèrement et lui répond qu'il n'est pas seul tout en se tournant soudainement vers le couloir pour crier « Luke !» qui devait sûrement être le nom de son complice. À ce moment, le sang d'Anthony Smith se glace. Il y avait un autre intrus dans la maison. Il panique de plus en plus, se disant qu'il pouvait à peine gérer un homme alors que celui-ci est déjà assez résistant, mais que 2 adversaires dans cette situation allaient être très compliqués. La femme de Smith, ayant compris le danger, se met en travers du couloir qui menait à la pièce où se trouvait leur fille, faisant ainsi un ultime barrage à qui que ce soit qui se montrerait. Anthony Smith comprend qu'ils ont atteint un point de non-retour. Il hurle alors à sa belle-mère, qui était alors restée en retrait jusque-là, de lui apporter un couteau de cuisine, qu'il puisse le tenir face à l'intrus au cas où son acolyte se montrerait. Celui-ci a tout de même continué à avancer et à le combattre, comme possédé, ne prenant même pas compte du danger malgré que Smith soit maintenant armé d'un couteau. Lionheart n'ayant plus qu'un seul bras de libre, l'autre tenant toujours le couteau, l'individu parvient de plus en plus à prendre l'avantage du combat. Là, Smith se dit qu'il doit envisager le pire des choix. C'est-à-dire qu'il devra peut-être à un moment planter cet homme s'il veut que sa famille puisse s'en sortir. Surtout que son complice est toujours dans la maison et peut arriver d'un moment à l'autre. Après qu'elle lui avait donné le couteau, la belle-mère était sortie de la maison et est allée chercher les policiers qui venaient juste d'arriver. Lorsque la police a déboulé, les officiers ont pu rapidement maîtriser l'intrus. Ce qui se présentait à leurs yeux était un cauchemar. Il y avait du sang partout et l'homme qui était entré par effraction a été coupé et avait un gonflement au visage. Après que les policiers aient quadrillé la maison,
Ils annoncèrent à Lionheart que celui-ci n'avait en fait pas d'acolyte, et qu'il n'y en avait en fait jamais eu, au plus grand soulagement de Smith. Le calvaire atroce qu'a vécu Anthony Smith et sa famille cette nuit a pu enfin prendre fin à ce moment. Les agents de police ont ensuite dit que l'homme était en fait entré dans la maison par une porte de garage qui avait été laissée ouverte. Smith nous dit qu'il a ressenti un large éventail d'émotions par la suite, y compris la colère et la peur que quelqu'un l'ait ciblé lui. Il ne pense plus que ce soit le cas, mais il y a eu confusion sur ce que l'homme voulait. Smith a déclaré que ses voisins avaient des images vidéo de l'intrus essayant d'entrer dans leur maison, et qu'apparemment il serait entré dans une autre maison juste avant. Selon Lionheart, lorsque l'homme a été arrêté et qu'il se faisait emmener jusqu'aux voitures de police, il lui aurait dit « Eh mec, je suis désolé », tout en marchant dans le plus grand des calmes. Smith nous dit que quelque part, même s'il ne souhaite cela à personne, il sentait que c'était mieux que ça lui soit arrivé à lui qu'à quiconque d'autre dans la rue ou dans la ville, étant donné que celui-ci est un combattant professionnel. Il a déclaré ensuite par ces mots « Je ne mens pas quand j'ai dit que c'était l'un des combats les plus difficiles que j'ai eu de toute ma vie. Je suis entré dans ce combat prêt à mourir. Personne ne fait irruption dans une maison au milieu de la nuit sans armes. Quand ils font irruption la nuit, c'est pour blesser les gens. Dans la vie, vous pensez toujours que vous êtes badass, sauf quand ce genre de cas vous arrive. Je ne savais pas qu'il était possible d'être aussi terrifié, dit-il. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Lauriane. Elle dit que l'histoire lui est arrivée il y a environ 2 ans. Elle n'avait alors que 18 ans à cette époque. C'était un mercredi de décembre. Elle revenait des cours du matin. Ce jour-là, elle n'avait pas cours l'après-midi car son prof était absent. Son père lui a demandé d'aller promener son chien après qu'elle soit rentrée et c'est ce qu'elle a fait. Arrivée au parc à côté de chez elle, elle a détaché son chien car il n'y avait personne. Elle restait debout au cas où il irait sur la route ou ferait d'autres âneries. Là, elle dit qu'un homme de 50-55 ans est arrivé près d'elle. D'habitude, elle s'en fiche qu'il y ait quelqu'un ou pas, même si elle préfère rester seule dans le parc. Mais là, l'homme lui paraît étrange et lui fait peur. Lauriane a du coup appelé son chien pour qu'il vienne. Elle l'a attaché et est partie pour faire le tour du quartier et finir la promenade. L'homme l'aurait alors suivie. Elle a du coup commencé à accélérer le pas. À un moment, Lauriane entendit quelqu'un siffler et par réflexe, elle se retourna. Elle vit que c'était l'homme et que celui-ci lui faisait des signes de la main pour lui dire de venir. Voyant qu'elle ne réagissait pas, il s'est alors mis à courir dans sa direction en sortant quelque chose de sa poche. Elle avait d'abord eu du mal à distinguer ce qu'il y avait dans sa poche, puis elle vit que c'était une corde. Lauriane a alors commencé à courir tout en sortant son téléphone pour contacter de l'aide. Elle a envoyé un message à sa meilleure amie qui habitait dans la maison au bout de la rue. Ce message disait « Il faut que tu m'ouvres, j'étais en train de promener mon chien, il y a un mec qui court derrière moi avec une corde dans la main, s'il te plaît, dépêche-toi, j'ai peur. » Sa meilleure amie lui a répondu quelques secondes après et a tout de suite ouvert son portail et sa porte à Lauriane. Elles sont tout de suite montées à l'étage et ont regardé par la fenêtre de la chambre pour voir si l'homme y était. C'est alors qu'elles ont vu l'homme qui essayait d'escalader le portail. Là, elles ont vraiment paniqué et ont appelé la police sans plus tarder. Ils leur ont dit de bien fermer les portes et les fenêtres, de ne surtout pas lui ouvrir la porte et de patienter le temps qu'ils arrivent, c'est-à-dire dans 5-10 minutes. Elles sont immédiatement descendues pour fermer la porte à double tour et sont ensuite remontées dans sa chambre pour s'enfermer avec le chien. 5 minutes après, elles ont regardé par la fenêtre et ont vu les policiers arrêter l'homme, puis sonner chez l'ami de Lauriane. Elles leur ont ouvert la porte et les policiers leur ont dit que tout était maintenant sous contrôle. Lauriane est ensuite rentrée chez elle, mais après être rentrée, n'a rien dit à son père. La semaine suivante, les policiers ont convoqué Lauriane pour leur dire que l'homme a été arrêté et condamné à 35 ans de prison pour viol et meurtre. Lauriane explique que si sa meilleure amie n'avait pas été là, elle serait sûrement morte ou pire à l'heure qu'il est. Elle l'a remercié énormément pour ça et aujourd'hui, suite à cette histoire, elles sont devenues inséparables. On va aujourd'hui parler de l'histoire de Lisa. Son calvaire a commencé quand elle avait tout juste 17 ans. Au travail de ses parents, un nouveau collègue qui avait à peu près 20 ans, s'appelant Paul, est arrivé. Il habitait à l'autre bout de la France à ce moment-là. Comme il ne connaissait personne dans le coin, les parents de Lisa l'invitaient souvent pour qu'il ne soit pas seul les week-ends. Au début, tout se passait bien, aucun souci, il était sympa avec tout le monde. Au fil des discussions avec la mère de Lisa, il lui a avoué qu'il avait des chevaux là où il habitait avant et, coïncidence, la famille de Lisa avait 2 chevaux à la maison et il cherchait justement quelqu'un pour s'occuper des chevaux.
Paul a donc commencé à venir régulièrement, soi-disant pour les chevaux. À cette époque, Lisa n'avait pas une très bonne relation avec ses parents. C'était l'adolescence, ils se disputaient souvent. Elle aimait bien du coup aller voir ses chevaux pour être tranquille et souffler un bon coup. Sauf que les week-ends, Paul venait des après-midi complètes avec les chevaux et Lisa devait attendre qu'il parte pour être tranquille. Elle s'est vite rendu compte qu'il pouvait rester 7 heures dans la journée, de 13h à 20h avec les chevaux mais sans rien faire de particulier. À ce moment-là, elle a commencé à comprendre qu'il l'attendait elle en fait. Instinctivement, elle a pris ses distances avec lui. Elle lui disait à peine bonjour quand il venait et elle l'évitait de plus en plus. À la fin de l'année, Lisa a obtenu le bac. Elle est donc partie vivre en appartement loin de chez ses parents pour ses études et ne rentrait que les week-ends. Elle était en études de prépa pour devenir vétérinaire. Elle avait beaucoup de travail et avait beaucoup moins de temps pour aller voir ses chevaux en week-end quand elle arrivait chez ses parents. Elle restait enfermée dans sa chambre à étudier. Du coup, Paul ne la voyant plus trop à l'écurie, il a eu la bonne idée de venir directement dans la chambre de Lisa un jour pour lui dire bonjour. Lisa, elle, a tout de suite prévenu sa mère de ce qui se passait pour que celle-ci demande à Paul de la laisser tranquille. Malheureusement pour Lisa, dès que sa mère avait le dos tourné, il venait dans sa chambre directement et restait à lui parler même si Lisa lui disait de partir. Pratiquement tous les jours, il lui proposait des sorties cinéma, bowling ou toute autre activité, ou même de venir manger chez lui, prétextant que cela lui ferait du bien de changer les idées. Elle refusait catégoriquement à toutes ses propositions, en lui répétant qu'elle était en couple. Par la suite, Paul a du coup arrêté de venir lui parler. Et c'est comme ça que cette histoire se finit, sans drame, magnifiquement bien. Non, c'est faux, pas du tout. Il s'en fichait complètement et a continué à la stalker, à la harceler comme il fallait. Propre. Il continuait chaque semaine à lui proposer les mêmes sorties, en plus d'harceler Lisa quand celle-ci était chez ses parents le week-end, en lui envoyant des tonnes de messages via Facebook, etc. Elle ne lui répondait jamais en espérant que celui-ci lâche l'affaire, ou bien qu'il en ait marre de parler dans le vide et du coup qu'il s'arrête de lui-même. Malheureusement pour elle, il continuait, à tel point qu'elle a fini par le bloquer de tous ses réseaux sociaux. Paul ne se laissa pas déstabiliser aussi facilement. Il réussit à avoir le numéro de téléphone de Lisa via sa mère, prétextant un soi-disant problème urgent. Ça a été comme ça les 2 ans de prépa, elle en venait à ne plus rentrer chez ses parents tellement elle n'en pouvait plus de le voir. Lors des vacances d'été, après sa prépa, elle se sépare de son copain avec qui elle était depuis quelques années. À peine quelques jours plus tard, Paul l'a appris et c'est là qu'il a commencé à l'attendre en voiture devant chez elle pour voir quand elle sortait. Mais surtout avec qui elle sortait. Si elle sortait avec un ou une amie alors qu'elle n'avait pas répondu à un de ses nombreux messages, il la harcelait d'appels et pouvait lui laisser plus d'une vingtaine de messages dans la journée. Pour pouvoir payer ses études, Lisa avait un job d'été dans un magasin, où elle pensait au moins pouvoir rester tranquille pendant ses heures de travail. C'était sans compter la persévérance de Paul qui lui rendait visite au moins 3 fois par semaine au magasin. Elle commença alors à se cacher en salle de pause quand elle l'apercevait. Celui-ci demandait à chaque fois à ses collègues où elle était. Mais bien sûr, ceux-ci ne la balançaient jamais et disaient jamais où elle était cachée. Malheureusement, dès qu'elle sortait du magasin par contre, il l'attendait juste devant et là c'était l'enfer. Pendant cet été justement, ses parents sont partis en vacances pendant 2 semaines. Lisa du coup a hérité de la maison, pour faire les soirées c'est génial. Lisa resta à la maison seule avec ses 2 chiens. Elle rentrait tard du travail et tous les soirs, la voiture de Paul était garée juste devant chez elle. Faut ajouter une petite précision, elle, donc Lisa, habitait à la campagne, elle n'avait pas beaucoup de voisins et malheureusement personne ne s'inquiétait de voir une voiture squatter plusieurs heures devant la maison. Paul prétendait s'occuper de chevaux, mais dès qu'elle arrivait chez elle, il venait frapper à la porte de sa terrasse pour prendre de ses nouvelles, prétextant qu'il ne voulait pas qu'elle soit seule. Malgré ces histoires, le pire reste encore à venir. Un soir, elle était tranquillement installée dans son bain après une dure journée éprouvante. Heureusement pour elle, elle n'avait pas vu la voiture de Paul devant la maison. Il était aux alentours de 22 h, il faisait nuit, donc pour elle, Paul ne viendrait pas. Une des portes-fenêtres donne pile poil sur la salle de bain et du coup sur la baignoire. Aussi, quand personne n'est chez elle, elle a pris l'habitude de laisser la porte de la salle de bain ouverte pour que ses chiens puissent venir la voir. Il faut savoir que ces chiens, des labradors, n'aboient jamais sauf en cas de danger. Ils étaient donc allongés sur le tapis à côté d'elle pendant qu'elle prenait le bain tranquillement. Tout était calme. Quand d'un seul coup, ils se sont levés en même temps, ont commencé à avoir le poil hérissé et se sont mis à grogner. L'un d'eux s'est avancé vers la porte-fenêtre et a aboyé. Lisa resta figée dans un bruit, ne comprenant pas ce qui se passait quand 5 secondes après, elle entendit toquer à sa porte-fenêtre. Elle ne sait pas depuis combien de temps il était là à l'observer pendant qu'elle était dans son bain, mais Lisa comprit qu'il y avait quelqu'un qui la regardait à travers la vitre. Elle a fait mine de ne rien comprendre, elle ne s'est pas retournée et a laissé ses chiens aboyer comme si de rien n'était, pensant que l'intrus partirait de lui-même. Effectivement, au bout d'environ 2 minutes, il a fini par partir. C'est à ce moment-là que Lisa n'est plus revenue dormir chez elle seule avant le retour de ses parents. Et heureusement, ce fut l'un des meilleurs choix qu'elle a eu de toute sa vie car apparemment l'intrus a récidivé. Et on sait tous qui est l'intrus, c'est bien Paul.
Un soir où elle était dehors à se baigner dans sa piscine avec un ami pendant la nuit, elle entendit une voiture se garer devant chez elle. Lisa et son ami ont alors vu Paul commencer à venir près de la piscine avec un large sourire, un peu trop enjoué selon Lisa. Malheureusement pour Paul, elle n'était pas seule dans la piscine et dès qu'il s'en est aperçu, il s'est figé et a arrêté de sourire et est parti sans même dire un mot. Elle ne sait pas ce qu'il voulait, mais heureusement ce soir-là, elle avait un ami avec elle. Ses parents sont enfin rentrés de vacances et ils se sont vite aperçus que des personnes autres que Lisa étaient venues dormir chez eux. Ils l'ont disputé sur le fait qu'elle ne les avait pas prévenus et Lisa, au bord du burn-out, a fondu en larmes et a commencé à tout raconter sur Paul et sur tout ce qu'il faisait lorsque ses parents n'étaient pas là. Un silence s'est alors installé. Ses parents se sont regardés, c'est alors qu'elle a vu sa mère froncer les sourcils et à se mettre à lui crier dessus, en lui faisant comprendre qu'elle se faisait des films et qu'elle devait avoir honte de dire de telles horreurs sur Paul alors que celui-ci est serviable et qu'il l'appréciait bien. Lisa avait beau leur dire qu'il faisait exprès d'être comme ça pour qu'ils puissent s'approcher et gagner leur confiance, mais rien à faire, les parents campaient toujours sur leur position. En voyant que ses parents n'allaient pas l'écouter, Lisa lâcha l'affaire. La fin de l'été fut très longue pour Lisa tant l'ambiance au sein de la maison était froide. Arrive enfin septembre où justement arrive enfin une nouvelle rentrée à l'université. Lisa repart donc à son appartement soulagée, pour ne revenir que les week-ends chez ses parents. Elle se rend compte que petit à petit, Paul vient de moins en moins souvent. Elle ne dit rien à ses parents pour ne pas les énerver et laisse couler. Elle était de plus en plus contente de rentrer les week-ends voir ses chevaux. 3 week-ends passent tranquillement, elle ne voit presque plus Paul et celui-ci ne vient même plus lui parler. Un soir, elle décide quand même d'en reparler à ses parents. C'est alors les larmes aux yeux qu'ils avouèrent tout à Lisa. Ils lui dirent qu'ils avaient entendu Paul dire à certains de ses collègues que Lisa était la femme de sa vie, qu'il ne voulait pas la laisser partir et qu'il ferait tout pour qu'elle soit en couple avec lui. Un jour, ils avaient même entendu raconter qu'il envisageait de la ramener de force chez lui. C'est à ce moment que ses parents sont alors intervenus et ont viré Paul de l'entreprise en lui faisant comprendre qu'il n'était pas du tout le bienvenu, que c'était un... L'histoire date de plus de 5 ans maintenant et malgré les avertissements des parents de Lisa, Paul continue d'être obsédé par elle. De temps en temps, il l'attend à quelques mètres de son université, ou bien il lui envoie par message toujours les mêmes genres d'invitations. Encore et encore. Bien sûr, Lisa ne lui répond jamais et fait mine de ne pas l'apercevoir en sortant des cours. Bien qu'elle soit maintenant en couple avec un garçon de son école, et que celui-ci soit au courant de son histoire, elle ne se sent pas totalement en sécurité car on ne sait jamais de quoi Paul est capable. Un jour comme les autres, Nathalie s'en va promener ses 2 chiens dans le parc juste à côté de chez elle. Pour accéder au parc, elle doit passer par un petit chemin qui mène aussi à un parking. Elle faisait sa balade tranquillement, sans accroc. Elle y passe une quarantaine de minutes en croisant des gens très sympas avec qui elle échangeait quelques mots. Même si tout allait bien, quand elle sort de chez elle, elle se méfie toujours car elle vit dans un quartier un peu sensible où des incidents ont malheureusement déjà eu lieu. La promenade arrive à son terme et elle passe par le chemin qui mène au portail de sa résidence. Là, elle appelle sa mère en même temps pour lui raconter sa matinée et lui demander des conseils sur diverses choses. Quand soudain, elle voit une femme d'une 50aine d'années arriver de face depuis le petit chemin venant du parking. La femme s'arrête et reste statique devant Nathalie. Au début, celle-ci pense que cette femme a juste peur des chiens, du coup, elle se décale du chemin pour la laisser passer. Nathalie s'éloigne donc du chemin de sa résidence, mais voit que la femme continue de la suivre du regard sans bouger. Nathalie ne s'inquiète pas plus que ça et continue de parler à sa mère au téléphone. Quand soudain, elle voit du coin de l'œil la femme faire quelques pas en avant, toujours en la fixant, s'arrêter et crier d'un seul coup « Pologne !» Puis faire d'autres pas en avant, s'arrêter et crier encore « Russie ! Communisme !» Ok. Nathalie nous dit alors qu'elle stresse un petit peu à ce moment-là et ne comprend absolument pas le délire de cette femme, qui ne paraissait pas si vieille et sénile que ça. La femme continue toujours à la fixer, se tenant droite et immobile face à Nathalie. Elle explique alors la situation à sa mère, qui est toujours au téléphone, bien que celle-ci ne puisse rien faire dans l'immédiat pour l'aider. C'est alors qu'elle entend une fillette, qui devait avoir dans les 5-6 ans, crier « Au secours! Le chien m'a mordu !» À ce moment, Nathalie panique complètement, car il n'y a pas d'autres chiens aux alentours, et voit en regardant à ses pieds qu'il y avait bien toujours ces 2 chiens attachés et qu'ils n'avaient pas bougé d'un pouce. Nathalie ne comprend absolument pas ce qui se passe et regarde autour d'elle pour essayer de comprendre la situation. Puis, en regardant devant elle, elle se rend compte horrifiée que cette voix est celle de la vieille femme restée statique devant elle. Nathalie reste bouche bée car elle ne comprend absolument pas ce qui vient de se passer. La femme s'est alors remise à crier, toujours avec sa voix de petite fille « À l'aide! Le chien m'attaque !» Nathalie comprend alors qu'elle est peut-être en danger et que cette femme n'a pas forcément de bonnes intentions envers elle. Elle ne savait pas si la femme avait un problème psychiatrique ou si elle était juste mal intentionnée. Malgré la peur, Nathalie lui hurle dessus de dégager, ce qu'on aurait tous fait.
C'est alors que la femme se met à rire avec toujours sa voix enfantine avant de changer radicalement de ton et de prendre une voix beaucoup plus rocailleuse et grave. Pour lui dire avec un sourire dérangeant « espèce de c***». À ce stade, Nathalie est complètement terrifiée. Elle se demande même si cette folle n'est pas armée ou accompagnée par d'autres personnes aussi cinglées qu'elle. Malgré la situation, Nathalie ne veut pas trop s'éloigner, elle ne serait pas plus en sécurité dans la rue. Elle décide alors de faire semblant de ne pas être impressionnée et lui crie « Casse-toi avant que je m'énerve ». C'était un gros coup de bluff, mais elle n'avait pas le choix. De toute façon, elle n'aurait rien fait, tellement elle avait peur de la situation. C'est alors que la femme lui sourit, se tourne en direction du parking et s'en va. Elle ne s'en va pas comme un adulte le ferait, mais plutôt en courant comme une petite fille, en continuant d'hurler « Au secours! On vient d'essayer de me tuer! Aidez-moi, je me fais agresser !» Dès que la femme n'est plus dans son champ de vision, Nathalie, ne cherchant pas à comprendre, part en courant en espérant que ses chiens la suivent sans broncher. Surtout qu'elle doit passer par le chemin où l'étrange femme est passée aussi. Nathalie craint de revoir cette femme qui l'attend peut-être quelques mètres plus loin, tapie dans l'ombre. Heureusement, elle a pu passer sans souci dans son immeuble et rentrer chez elle sans revoir cette horrible femme. Depuis, elle ne l'a plus recroisée, mais ne comprend toujours pas ce qui s'est passé dans la tête de cette femme. Nathalie nous dit qu'elle reste néanmoins choquée de ce qui s'est passé, et on peut la comprendre. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.